Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ici pour faire des vidéos rencontres pour le programme Prévention Migrants de l'ALS et on va parler de santé sexuelle entre femmes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va piocher plein de petites thématiques qu'on a mis ici dans le panier et on va discuter ensemble autour de ces sujets pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en dit et quel message de prévention on a envie de porter. Ok. Vas-y. Consentement. Consentement, qu'est-ce que ça m'évoque? Après, ça évoque par rapport aussi au rapport sexuel. Le consentement de voilà, on est d'accord ou on n'est pas d'accord et que l'autre doit respecter notre choix. Le consentement par rapport au port du préservatif aussi, parce que des fois, voilà, on est d'accord et pendant l'acte, il y a le partenaire qui enlève le préservatif, ce qui n'est pas normal. Donc c'est vraiment important justement que l'autre partenaire accepte en fait les choix de l'autre partenaire et n'essaie pas d'influencer ou d'imposer carrément sa vision, surtout lors du port du préservatif. Non, c'est important le consentement par rapport à ça. En tout cas, pour moi, c'est ce que je comprends quand on parle de consentement. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose d'autre? Est-ce que vous le comprenez de la même manière? Ouais, en général, c'est compris de la façon dont elle a expliqué. Et aussi, ça peut être dans la vie de tous les jours. Parce que on est souvent confronté à des situations où c'est obligé qu'il y ait, entre parenthèses, consentement. Donc, voilà, pour moi, ce n'est pas que le rapport sexuel. Ça peut être aussi autre chose, par exemple. Allez, un exemple tout bidon dans une famille, par exemple une famille religieuse qui peut des fois de temps en temps obliger à sa fille, à son enfant de se marier à une autre personne. Là, il y a le consentement qui pose quoi. Carrément. Et là, ce qui est hyper intéressant de ce que tu dis, c'est aussi la pression qu'on peut ressentir. Et en fait, des fois, c'est super dur d'aller à l'encontre de cette pression. Par exemple, quand tu parles de l'exemple de la famille, ça peut être d'autant plus difficile parce que c'est dans un contexte c'est ça. Où on a envie de se sentir bien, où en fait, des fois, c'est les parents qui ont plus ou moins de pouvoir sur nous si on est enfant ou quoi. Ouais. Et ça montre que c'est pas aussi facile de dire non, quoi. Enfin, que c'est hyper compliqué de poser ses limites et de les faire entendre. Et surtout lorsqu'on est face aux parents, ainsi de suite, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'il faut quand même respecter la vie de tout un chacun. Et j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais, là, la question du préservatif, parce que je trouve que c'est hyper vrai, cette idée que demander le préservatif, par exemple, dans une relation si on est avec la personne depuis quelque temps, l'enlever, ça pourrait paraître évident pour d'autres, mais en fait, des fois, on a envie, parce que c'est déjà un moyen de contraception, on ne sait pas si finalement on est prêt ou non à l'enlever dans sa sexualité. Mais ça vient, en fait, des fois, on se dit, tu me fais pas confiance. Oui, voilà, exactement. À chaque fois, il y a ce petit côté par rapport à la confiance, alors que tu connais même pas le statut sérologique de la personne, tu n'as pas ses résultats de ces tests IST, et la personne te dit, tu me fais pas confiance. Je te fais confiance sur quelle base? Parce que je te connais, tu parais bien, et non, ça ne doit pas s'arrêter au physique, ou peut-être on se connaît depuis des années, non. Peu importe, la personne a le droit de se protéger avec le port du préservatif, c'est important, et surtout les femmes, je dirais. Parce que les femmes n'ont pas tellement le choix. Souvent, je dirais plus pour les femmes qui vivent en Afrique, ou même qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, imposer le préservatif, c'est un véritable problème. C'est-à-dire on n'arrive pas à imposer forcément le préservatif à notre partenaire, parce que c'est lui qui doit décider s'il y a protection ou pas, et lui il exige non, pas de préservatif, et tu es obligé de faire avec, alors que des fois tu sens que tu prends un risque en enlevant le préservatif. Et est-ce que le fait d'avoir des préservatifs sur soi, c'est facile? Est-ce qu'en s'en procurer c'est facile? Je pense que c'est mieux d'avoir un préservatif sur soi, Ouais. parce que
au moins tu l'as, quoi. Parce que si tu attends que ton partenaire ait le préservatif, il va te dire « Ah, moi, j'ai pas de préservatif ». Et du coup, là, c'est un peu compliqué. Donc là, quand tu as le préservatif, c'est toi qui te responsabilise. C'est-à-dire, voilà, c'est ma responsabilité, j'ai le préservatif, tiens, en le main. Bah, si tu veux pas, il y a le préservatif justement féminin. Et je pense qu'on n'entend pas assez parler du préservatif féminin. Par exemple, moi, j'ai jamais essayé, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que c'est très tabou aussi. Et c'est un moyen de se protéger. Bon, si toi, tu ne mets pas le préservatif, moi, je mets le mien. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. D'autant plus que ça ne veut pas dire, par exemple, je veux rebondir sur une certaine chose. Les gens, ils pensent que c'est, enfin, certaines personnes, ils pensent que c'est que quand il y a des rencontres ou que quand tu es en couple avec quelqu'un que tu dois te protéger. Alors que non, en fait, avec même mon mari qui m'a mariée, si j'ai envie de me protéger, il doit consentir à ça. Parce qu'au moment où lui, il n'est pas là, je ne sais pas ce qu'il fait dehors. Au moment où moi aussi, je suis toute seule, lui, il ne sait pas ce que je fais. Donc, en général, pour moi, c'est quelque chose qui est très important que si mon partenaire me l'impose, je suis obligée, enfin, pas obligée, entre parenthèses, mais je dois l'accepter. Et si on revient sur la question du consentement, et du coup, qui est quand même énormément liée aux questions de violence, vous vous tourneriez vers qui si vous aviez besoin de parler de situations de violence que vous avez vécues, enfin, ce serait quoi instinctivement vers qui vous iriez, que ce soit dans votre cercle proche ou en fait même des instances que vous connaissez En général, dans la vie de tous les jours, on a plus l'habitude, quand on subit ces genres de choses, de voir des psys ou d'aller vers les associations, par exemple comme ALS, d'aide, qui peut nous écouter, mais aussi je pense qu'on a tous une ou deux personnes dans notre entourage qu'on fait assez confiance ou qu'on est à l'aise devant cette personne pour pouvoir se confier. Par exemple, moi, je suis ce genre de personne, du genre, je préfère plus parler à une inconnue que de parler avec une personne qui est dans mon entourage. Parce que comme on dit, on ne sait jamais ce qui peut fuiter un jour ou qui a envie de parler de quoi que ce soit. Parce que comme on dit, chaque personne a quelqu'un dans son côté qui peut dire je te dis quelque chose mais ne le dis à personne, et que cette personne aussi a quelqu'un d'autre à dire ça, donc ainsi de suite, bam, le truc qui part, tu vois. Du coup, moi, ce genre de choses, je préfère 10 000 fois parler à un inconnu. Par exemple, une fois arrivé, j'étais dans le train, je me sentais pas bien, j'ai rencontré quelqu'un, une femme qui m'appréciait bien, qui m'a vu juste comme ça, qui souriait avec moi, son enfant sautait sur moi et tout. Après, je me suis changé de place, je suis partie à côté d'elle, je me suis confiée, j'ai sorti ce que j'avais à dire. Après, dès qu'on a fini, elle est partie, je suis partie. Je ne la verrai plus jamais, peut-être pas, ou peut-être c'est possible. Mais je me suis sentie très à l'aise, je me suis sentie très légère par rapport à ce que j'avais, tu vois. Donc pour moi, quand tu es sur ce genre de choses, s'orienter à une inconnue, c'est quelque chose de très bien, quoi. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi que du coup, tu as eu la sensation que ça t'avait apaisé, libéré d'en parler, en tout cas. Après, c'est vrai, il y a le psychologue. Mais ça serait pas ma première option, le psychologue. Vraiment, c'est peut-être si j'ai pas trouvé de réconfort chez mes proches que je vais aller voir un psy. Les associations, honnêtement, jamais poussé la porte d'une asso pour demander de l'aide. Donc, je penserais pas à une association. Elles font pas de publicité, je ne sais pas. On sait pas où les trouver. Enfin, des fois, on se dit quand je dirais que tu n'es pas concerné directement par exemple le VIH, tu ne connais pas les associations de lutte contre le VIH, par exemple à Lyon. Moi, j'étais comme astro-positivité, je n'ai pas poussé la porte d'une association, par exemple. Et mon médecin ne m'a pas orientée vers une association également. Donc c'est vrai que je restais avec mon entourage. Le plus important au final, c'est de se sentir écouté et de pouvoir... En fait, moi je dirais aussi la même chose, je vais abonder dans le même sens qu'elle. Chez nous en Afrique, il y a des sujets tabous. On ne peut pas dire vraiment qu'on ne peut pas dévoiler à tout le monde. Donc le mieux c'est de se rapprocher de ses proches. Voilà. Chez nous, ça se passe comme ça. Ouais. Avant d'aller peut-être rencontrer les psys ou quelque chose, il vaut mieux d'abord en parler aux proches. Et puis en fait, on n'est pas obligé d'aller voir un ou une psy si on n'a pas envie, si on n'en ressent pas le besoin, si on trouve que ça peut être aussi super lourd. Ça demande de raconter des fois des choses qu'on n'a pas envie. C'est ça.
Mais je pense que... Mais des fois aussi, comme tu dis, c'est peut-être pas évident que tu vas trouver les bons proches à qui en parler. C'est Dans ça, ce cas-là, on c'est fait ça. comment? D'où j'ai sorti l'idée de parler à un écho. Prendre le métro, quoi. Après, il y a toujours aussi les numéros d'urgence qui sont 3919. Ouais, vraiment, je connaissais pas. Où on sait qu'il y a des personnes qui peuvent au bout du fil, qu'on ne rencontrera jamais, qui ne saura jamais qui on est. D'accord. Et qui peut aussi Mais nous en aider. Afrique, il y a une chose qu'on connaît, enfin, que certaines personnes ne connaissent pas en Afrique. Afrique, des trucs psychologues, des trucs du genre, non, ça n'existe pas. Ça n'existe C'est maintenant récent qu'on a commencé à Mhm. mettre en place, C'est vrai. etc. Mais auparavant, ça n'existait pas. Genre, des petites personnes qui pourraient te plonger dans la dépression. Ici, en France, en Afrique, c'est même pas un problème. Mhm. Vas-y, c'est bon, tu piétines, tu passes. Enfin, Plaisir. Est-ce que je commence? Est-ce que quelqu'un... à toi l'honneur. À moi l'honneur. Je pense que le plaisir dans la sexualité des femmes est un sujet très tabou. Je pense qu'il a mis longtemps, qu'on a mis longtemps à dénouer un petit peu la parole là-dessus, parce que tous les imaginaires autour de la sexualité sont beaucoup plus centrés autour du plaisir des hommes. Donc moi, ce que ça me pose comme question, c'est comment on grandit, on appréhende son plaisir, ce qu'on aime, sa propre sexualité, quand on n'a pas de représentation pour le faire, quoi. Enfin, c'est ça toujours qui me questionne. Enfin, moi, en tout cas, ça arrivait très tardivement dans ma vie, quoi. Enfin, j'ai découvert des choses très tard et je me dis, il serait temps au bout d'un moment. Donc, ouais, ça me évoque ça. C'est compliqué. Est-ce qu'une personne a des solutions? Ouais, non, je disais justement, pour moi le plaisir aussi, ça passe avec justement l'éducation à la sexualité, puisque c'est vrai que des fois on peut découvrir sa sexualité assez tôt, ou des fois un peu plus tardivement, mais on ne sait pas forcément je dirais, comment aborder des fois le sujet même avec ses parents ou des fois on se réfère à des amis qui ne donnent pas forcément les meilleurs conseils, et c'est vrai que le côté plaisir, on n'a pas forcément l'impression que ça a une importance par rapport aux femmes, justement comme on le dit, lors des rapports sexuels. On se dit qu'il faut forcément satisfaire l'homme, et des fois la femme, elle se met un peu en retrait. Donc c'est vrai que elle apprend pas forcément à se connaître ou à dire voilà ce qui moi me ferait plaisir. Elle n'ose pas forcément parler, dire ce qu'elle aimerait, etc. Donc c'est vrai que le plaisir aussi des fois il peut être dans un seul sens, et c'est dommage parce que normalement c'est pour les deux. Je dirais les deux partenaires de prendre plaisir pendant l'acte, quoi. Mais je suis d'accord, en fait, je rebondis juste un petit peu. En fait, je pense que pour avoir du plaisir, comme tu disais pour la question de la cuisine, il faut avoir l'espace pour explorer ces endroits, que ce soit seul ou avec d'autres. Et en fait, des fois, ces espaces-là, ils sont durs à trouver, en fait. Et je pense que pour, en tout cas, pouvoir avoir du plaisir, pour être capable de savoir exactement ce qui nous fait plaisir, il faut aller explorer des choses. Sinon, on ne peut pas. Et du coup, c'est vrai que quand on manque d'espace ou même d'informations sur, en fait, j'ai le droit aussi d'y aller, c'est ok, c'est faisable, c'est aidant en tout cas de savoir qu'on peut y aller. Sans non plus tomber dans l'autre discours qui est de vous êtes obligé du coup de faire, d'avoir une sexualité, ça revient sur la question de la sexualité, mais pour vous, il faut absolument que vous ayez du plaisir. Le but, c'est pas de renverser ce message-là, mais c'est de dire, en tout cas, vous avez le droit d'avoir du plaisir, et c'est ok de le demander, quoi. Ouais. Je pense. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un clitoris. Ouais. Et c'est quoi un clitoris, du coup? Il sert à quoi, le clitoris?
ça procure du plaisir pour chez la femme. Ouais. Oui, c'est ça en fait. C'est sa seule et unique fonction. Super pouvoir. Super clito. Mais ça, en fait, c'est vrai que c'est fou. Enfin, c'est que aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais avant, clitoris, c'était un mot inconnu, quoi. On ne connaissait pas du tout. Ouais. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est important de demander ou de vouloir du plaisir, par exemple dans un couple ou dans une rencontre avec quiconque, il y a des choses que tu aimerais que ton partenaire te fasse et que lui, il n'aimerait pas. Enfin, que lui, peut-être que ça dérangerait ou il s'en fout. Ou des fois, tu peux tomber sur une personne égoïste et il veut que toi, tu lui fais plaisir, mais en retour, lui, il pense qu'à autre chose, etc. Donc, ça devient chaud, quoi. Et aussi, j'aimerais rebondir parce que là, quand tu m'as montré le clitoris, j'ai pensé aussi à toutes ces femmes à qui on enlève ce plaisir. Ils se font exciser, justement, par rapport à la tradition. Et justement, on leur enlève tout ce pouvoir-là, enfin, ce besoin que n'importe quelle personne peut avoir. Et il n'y a que l'homme qui prend son plaisir et pas la femme. Et ce n'est pas possible, en fait. C'est vraiment quand tu as montré le clitoris, j'ai pensé à toutes ces femmes qui sont privées totalement de plaisir. Et du coup, elles, leur relation sexuelle, c'est juste pour l'autre, quoi. On a l'impression que finalement, elles sont comme des objets, quoi. Elles sont là pour satisfaire les envies du partenaire. Et être potentiellement un ventre en capacité d'accueillir, également. De pouvoir porter un enfant. Exactement. Ouais. Puis moi, je veux dire quelque chose par rapport au plaisir, parce qu'il y a des femmes en fait, qui subissent leur partenaire. Moi, je parlerai toujours du cas de l'Afrique, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas droit à la parole. C'est-à-dire que tu es avec ton homme, c'est lui qui dit, que ce soit pendant le repas, que ce soit lorsque vous allez au petit coin, la femme n'a rien à dire. En fait, quand tu dis à ton homme, tu vas lui demander de te faire quelque chose, il va te dire non, non, parce que tu as appris ça dehors, je ne suis pas dedans. Qui t'a appris à faire ça? Ouais, c'est comme ça. La femme n'a rien à dire, en tout cas tu subis ton homme. Le plaisir, vraiment, c'est pour lui. Ouais, c'est ça, en fait, si tu n'as pas ce droit à la parole, comment est-ce que tu peux donner, enfin communiquer ton plaisir, tes envies? Finalement, ça passe... C'est compliqué pour certaines femmes. Ouais. Les hommes, vous entendez? J'espère. Oui, allons-y. Gynécologue, sage-femme. Moi, je pense que c'est jamais très évident de se mettre nu devant un médecin. Et en général, c'est un peu l'image qu'on en a sur on va aller voir un gynécologue ou une gynécologue ou une sage-femme. C'est l'idée qu'on va devoir se mettre nu, qu'on va devoir se faire ausculter. Enfin, ça peut être hyper stressant. Et en fait, je pense que moi, j'ai eu longtemps une méconnaissance sur comment ça se passe vraiment une consultation. Et en fait, on a aussi des droits quand on est patient, patiente. On peut en fait dire j'ai pas du tout envie de me mettre nue, j'ai pas du tout envie d'être auscultée. Et ça, c'est ok, quoi. Et je pense que ça, j'ai mis longtemps à le savoir. Et savoir qu'on a du pouvoir aussi en tant que patiente, ça fait du bien. Je sais pas qu'il y a des gynécologues. C'est-à-dire que tu te déshabilles là, et puis où on t'ausculte, c'est là, et puis il te dit de marcher toute nue pour aller t'asseoir là, et puis on te dit voilà, écarte tes jambes. Et des fois tu te dis oh c'est bon. Et des fois il a l'âge de ton père, c'est bizarre, honnêtement. Et des fois moi je me disais je préférais une gynécologue femme. Mais je me suis rendu compte que les femmes elles sont un peu trop brusques, je sais pas, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas apprécié comment elles auscultaient. Et les hommes ils étaient tendres, ils étaient, je sais pas, ils étaient avenants, ils te parlent en même temps, ils essaient de te rassurer, ils te font rire. Enfin,
Et elle, pam, pam, pam. Et voilà. C'est vrai qu'on se sent plus, on se dit, voilà, il n'y a pas la honte, c'est une femme comme nous. Mais elle n'a pas toute cette bienveillance, en fait. Et moi, je suis tombée sur des gynécos hommes et des obstétriciens, justement, pour ma maternité. Et honnêtement, ils étaient top, quoi. On oublie même que c'est un homme. Honnêtement, j'oubliais que c'était un homme qui était là, quoi. Parce que, voilà, il y a la confiance. Et la femme, c'était... non, c'était pas... je pense qu'il y a plusieurs femmes qui doivent avoir ce ressenti-là. De préférer Après, ça les hommes. dépend. Moi, personnellement, je ne suis pas contre l'idée ou ça me gêne pas d'aller voir mon gynéco, clairement, parce que oui, j'ai un gynéco aussi parce que je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps. Et c'est une personne, c'est un homme déjà qui m'a fait opérer, c'est un chirurgien. En même temps, c'est mon gynéco. Et c'est une personne qui est aussi, comme tu dis, c'est une personne très douce. Dans son bureau, il est là, il te dit, vas-y, déshabille-toi, mets-toi sur le truc, etc. Et tout. Il arrive, il vient, il t'occupe, etc. Il voit, et tranquille. Du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé pour moi. Parce que il est là pour ça, en général. Il est là pour ça. Tu as peut-être un problème ou tu as besoin de lui. C'est la raison pour laquelle tu es parti le voir. Donc, pour moi, vas-y. Et d'autant plus que eux, leur travail, ils sont tellement ancrés dedans que ça fait que c'est même pas dans leur tête. En général, ils n'ont même pas une arrière-pensée. Parce qu'ils voient de tout. Ils voient n'importe qui et c'est devenu tellement une habitude avec eux que quand même ils sont avec une patiente, j'ai l'impression qu'ils ont juste, vas-y c'est bon, ils ont juste une peau à vouloir toucher, voir qu'est-ce qui se passe, ou c'est une plaie à vouloir essayer de nettoyer ou de... Voilà, c'est tout. Donc raison pour laquelle moi, perso, ça m'a jamais gêné. Après, ouais, comme vous dites, je pense que ça dépend de l'expérience de chacune, quoi. Par exemple, si on a vécu des violences sexuelles oui, voilà, avec des hommes, ça peut raviver des souvenirs ou ça peut créer plus de réticence ou de peur, par exemple. Enfin, le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec son médecin et surtout de ne pas hésiter à changer de gynécologue ou sage-femme si on sent que c'est trop. C'est vrai. Ouais. Et moi, ça me fait un peu écho, mais c'est pareil, des personnes qui vont soit avoir vécu des violences et ou... justement avoir eu une mauvaise expérience avec un autre professionnel de santé, ça fait qu'elles vont peut-être moins oser aller voir une autre personne. Et du coup, ça fait que c'est des personnes qui s'éloignent des parcours de santé au détriment de leur propre santé parce que ça s'est pas bien passé et tout. C'est vrai qu'il y a quand même une intimité. Quoi qu'on dise, il y a quand même une certaine intimité parce que voilà, même si c'est son travail, mais c'est quand même bien d'avoir un gynécologue ou une sage-femme qui te mette en confiance, qui ne voit pas juste un corps et qui voit qu'il y a une personne derrière parce que tu peux être stressé, tu peux avoir aussi peur par rapport au diagnostic, tout ça, mais une personne qui te met dans certaines conditions, qui t'ausculte et tu n'as pas l'impression en fait qu'elle regarde ton corps ou que la personne fait une fixette sur toi en fait. Tu sens vraiment que c'est vraiment le professionnel qui parle et tout. Mais des fois, c'est pas tout le temps. Mais c'est vrai que quand tu tombes sur des personnes bienveillantes, vraiment qui prennent à cœur en fait, que la patiente ou le patient, la patiente, se sente bien. C'est meilleur. Moi, j'ai plusieurs obstétriciens pour mes grossesses et c'est vrai que les hommes ont toujours été les meilleurs. Les deux femmes que j'ai eues, honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Je voulais même changer. C'était vraiment comme dans un laboratoire, quoi. On t'ausculte, bébé va bien, pam, 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 et ciao. Il n'y avait pas ce lien que les deux autres hommes ont su créer, en fait, avec moi, la maman. Voilà, je suis pas juste une patiente, mais en même temps, c'est une maman aussi. Par exemple, quand tu es enceinte et tu as besoin, justement, que on te fasse pas mal, qu'on te touche, qu'on t'ausculte, qu'il aille doucement, qu'il te demande si ça fait mal, ou qu'il te dise d'abord, il va te dire d'abord, ça va faire un peu mal, ou c'est un peu froid, ou détendez-vous. C'est bien. Quoi. Ouais, ça met un peu de sens. Ouais. Et d'être rassuré. La communication et la mise en confiance. Parce que lorsque tu es mise en confiance, tu te laisses aller. Voilà, c'est ça. Tu sais ce qui va se passer. On te dit, je vais faire ça, je vais faire ça, ça va pas faire mal, ça va faire mal. Des fois, on craint la douleur et peut-être que c'est pas douloureux. Alors, du coup, là, on a un travail du sexe.
Pour moi, ça évoque beaucoup de choses. Déjà, une question de choix ou pas, qu'il fait parce qu'on ne sait pas pourquoi il fait, ou est-ce qu'il fait par plaisir, ou est-ce qu'il fait parce que la personne en a besoin ou pas. Après, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense par rapport au fait que la pénalisation, dépénalisation par rapport aux travailleuses de sexe, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en fait par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi on est censé les pénaliser parce que voilà, elles travaillent parce qu'il y a des clients déjà. Et donc s'il y a des clients, c'est qu'il y a la demande. Et puis finalement, je dirais, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Si elles veulent vendre leur corps, il y a d'autres qui le vendent d'une autre façon. Voilà. Donc tu peux vendre ton corps et peut-être que voilà, tu t'arrêteras sur le bord de la route, mais tu le fais autrement. Il y a des sites aujourd'hui, OnlyFans, etc. Je vois pas forcément la différence parce que voilà, on vend quand même une prestation, quelque chose. Et ce qui est dommage, c'est que certaines femmes sont forcées parce qu'au lieu de se concentrer sur la pénalisation, etc., il faut aussi les protéger, ces femmes qui sont justement des fois victimes de violences, d'abus, qui sont séquestrées, qui sont, voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas choisi, qui sont tombées dans la prostitution, je dirais, sans le vouloir, en fait, par obligation, et qui n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Voilà, il y a d'autres qui ont le choix et qui choisissent, mais il y a d'autres qui sont des victimes, réellement. Et ces femmes-là, certaines, justement, elles sont obligées de se droguer pour pouvoir faire ce métier-là. Il y a d'autres qu'on oblige même, et finalement, elles deviennent dépendantes. Honnêtement, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'être encadrées, d'être protégées, que d'être pourchassées pour les condamner, alors que il y a les clients, ce sont eux aussi qui font que ça continue. Et comme on dit, c'est le plus vieux métier du monde. Donc, honnêtement, je dirais, est-ce que ce serait la même chose si c'était les hommes qui étaient des travailleurs du sexe? Mais ça existe. Je sais, mais je veux dire qu'il y a plus, on connaît plus par rapport aux femmes. Est-ce que c'était des hommes qui étaient travailleurs du sexe? Est-ce que ça aurait été pénalisé? Est-ce qu'on on chercherait autant à les incriminer? Est-ce qu'il y a autant de jugements, de stéréotypes? Parce qu'on voit un homme qui a 15-20 copines, c'est un beau gosse, c'est un bad boy, c'est une femme qui a 2-3 copains, direct, on lui colle une réputation. Donc il y a tout ça aussi. Pourquoi voilà. Pour moi, quand j'entends travailleuse de sexe, je vois tous les risques qu'elles prennent. Parce que moi, j'ai eu à les rencontrer lors d'un voyage à Abidjan. C'est un endroit, je viens de la Côte d'Ivoire, je viens d'Abidjan, mais je n'ai jamais vu cet endroit-là, je ne savais pas que ça existait. Et j'ai rencontré une population en fait, qui est marginalisée, mais qui souffre. Et honnêtement, ces femmes-là, elles ont des histoires. Et des fois, elles sont mamans, etc. Elles ont plein d'histoires et elles sont victimes de violences. Comme on avait dit par rapport au consentement, le client qui enlève le préservatif pendant l'acte sans leur consentement. Mais comme elles sont travailleuses du sexe, c'est presque des fois pas vu comme une violence. Voilà, c'était normal, mais alors que non, parce que là, elles prennent un risque aussi. Parce que, hormis le risque de grossesse et il y a toutes les IST, on prend des risques et le client, il n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi même des violences physiques. Voilà, elles se font taper, etc. Et aussi par rapport au VIH, par exemple, les travailleuses de sexe. Et moi, je les ai vues, elles faisaient leur test de dépistage, là, comme ça, au bord de la plage. Elles n'avaient pas peur, d'ailleurs. Puis elles étaient contentes, elles sautaient toujours, ah ouais, moi je suis négative. Mais finalement, elles prennent soin de leur santé aussi sexuelle, mais il faut justement les accompagner par rapport à ça. Et qu'elles n'aient pas honte, qu'elles n'aient pas peur justement de se dire qu'elles peuvent se protéger, qu'elles peuvent prendre la PrEP, voilà, le préservatif, se faire dépister. Si elle, on ne lui apprend pas justement comment se protéger, etc., et si elle transmet une IST, même VIH, à son client, mais lui aussi, il va propager. Donc, finalement, on croit que la travailleuse de sexe, c'est important de la protéger parce que ça protège tout le monde en même temps. Parce que les clients, là, pas du c'est pour ça que je trouve, je rebondis sur ce que tu disais, que on pénalise du coup les clients. Enfin, donc, du coup, c'est ce qui se passe, c'est que ces femmes-là, elles sont de plus en plus isolées parce que ça va se faire des fois dans des appartements pour que ça soit pas à la vue de tous. Mais en fait, du coup, ça les éloigne encore plus des capacités de pouvoir se protéger, d'avoir accès à l'info. Et c'est là où ça devient compliqué en fait, parce qu'elles se retrouvent isolées et encore moins capables de pouvoir se protéger, du coup de protéger les autres, et de pouvoir, si elles en ont envie d'en sortir, pour être accompagnées, pouvoir
parler des violences si elles en vivent et que, en fait, avoir juste un soutien, quoi. Puis, en fait, comme tu dis, c'est un choix ou pas, mais c'est pas à nous de dire si c'en est un ou pas. Exactement. C'est aux personnes qui sont concernées, en fait. Puis ce sont des femmes, hein. On les considère comme si ce ne sont pas des femmes. Non, ce sont des femmes. Peu importe ce qu'elles font, ce sont des femmes. Et on n'a pas le droit de les juger par rapport à ce qu'elles font de leur sexualité ou de leur corps ou de leur métier. Voilà, en guillemets. Non, c'est vraiment important je dirais, de les intégrer dans la société, qu'il y ait moins de stigmatisation, de discrimination en fait, envers ces femmes-là. Parce que ce sont des femmes. On ne voit pas par contre les hommes qui vont là-bas. Là. Eux, on ne les voit pas de toute façon. Non, on ne les juge pas, eux. C'est normal. Mais pourquoi elle devrait supporter, avoir tout le poids du jugement sur ses épaules? Bah, lui aussi, c'est lui qui part. Hein. Donc c'est dans les deux sens, je dirais. Ouais, comme vous dites, en fait, il faudrait juste leur donner des droits et de la protection parce que là, elles sont juste réduites au silence. Si elles vivent des violences, elles ne peuvent pas en parler. Si elles cherchent des moyens de prévention, bah, c'est dur aussi d'y avoir accès. Enfin, ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important à dire et qu'on ne sait peut-être pas trop. Mais par exemple, quand on n'a pas forcément de papier, mais qu'on fait aussi du travail du sexe, on a le droit d'aller porter plainte. On a le droit d'aller dénoncer les violences qu'on vit. Ça va pas remettre en question notre... C'est la situation. Ouais, c'est ça. Et en fait, sauf que évidemment, aller parler à la police quand nous-mêmes on a une situation irrégulière, c'est pas évident, quoi. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler que en fait, la police est censée aussi protéger ces personnes-là et normalement pouvoir leur donner d'ailleurs un statut qui leur permet de pouvoir sortir de cette situation et en fait les aider, quoi. Alors aujourd'hui, tel quel, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui arrivent à accéder à ce genre de statut et à sortir de la prostitution, mais ça devrait être le cas. Mais c'est pas évident, hein. Après, le truc, c'est pas non plus d'obliger les gens à le faire, mais de dire en tout cas, normalement, c'est possible. Il y a la possibilité d'en sortir, non, mais c'est sûr. Non. Contraception et avortement. En tout cas, c'est un sujet qui me parle moins parce que moi, j'ai jamais avorté, j'ai jamais pris de contraception en fait. Donc ça me parle vraiment moi. Ok. Moi, ça me parle. J'ai jamais avorté non plus, j'ai déjà pris la contraception, mais c'est vrai que là, actuellement, c'est le sujet qui est vraiment sur toutes les lèvres par rapport à l'avortement, des États où c'est interdit, ou d'autres qui reviennent en arrière, etc. C'est mon point de vue. Pour moi, l'avortement, c'est un droit, déjà. Mais ça ne devrait pas non plus devenir quelque chose qu'on fait juste parce qu'on veut pas un enfant, au lieu de justement se protéger ou prendre ses précautions, en fait. C'est-à-dire, avorter, ça reste quand même un acte, je dirais, où... médicales, déjà, il y a des risques, même si elles sont pas assez minimes, mais il y a quand même des risques. Et on parle d'une grossesse, on parle de la vie. Donc, les femmes, elles ont le droit d'avorter pour certains motifs, pour moi, pour certains motifs, elles ont le droit d'avorter. Mais pas que ça devienne une mode, en fait. Ah, tiens, je veux pas de cet enfant, j'avorte. Oui. Pourtant, il y a la pilule, il y a plein de moyens de contraception. Ah, tiens, on sait comment on fait des enfants. On sait les risques qu'on prend quand on a des rapports sexuels non protégés. Donc, c'est vrai que l'avortement est là, mais ça doit pas être le premier recours. Au fait, je dis, tiens, j'en veux pas, j'avorte. J'en veux pas, j'avorte, j'en veux pas, j'avorte. Donc, du coup, des fois, l'avortement, on doit toujours lutter parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas garder l'enfant. Soit que l'enfant a une malformation ou même si elle a été violée ou pas, elle n'est pas prête pour avoir un enfant. Il y a plein de raisons qui font qu'elle ne peut pas. Mais des fois, on se rend compte qu'il y a des femmes qui vont avorter 7 fois, 8 fois. Et finalement, quand elles veulent avoir un désir de maternité, ça devient des fois difficile. Et là encore, il faut avoir un recours à la PMA, plein de choses, etc. Ça peut être compliqué. Mais je pense aussi qu'il ne faudrait pas que justement l'avortement soit le premier recours quand on veut pas d'enfant. Mais en vrai, je pense que c'est pas le cas. Enfin, on voit en vrai en France que quand même 70% des personnes qui avortent, elles sont sous contraception.
Donc c'est que des fois, c'est pas toujours efficace, on le sait. Il n'y a pas une fiabilité, il y a une fiabilité qui est quand même bonne, la contraception en général. Mais, et je pense que des personnes qui vont beaucoup avorter, il y a des gens qui sont aussi hyper fertiles. Il y a des personnes pour qui c'est hyper dur d'avoir une contraception dans leur couple parce que on peut pas en parler, parce que c'est pas ménageable. Il y a des personnes qui ont fait aussi pas accès à l'info. Mais je pense pas qu'il y a des gens qui choisissent l'avortement en mode allez, moi, je connais. Ok. Je connais qui justement ne se protègent pas, justement préservatifs, n'en veulent pas, ne prennent pas de moyens de contraception et quand il y a un bébé, et on l'enlève. Du coup, dans la jeunesse, des jeunes filles, elles peuvent faire 7-8 avortements, sans se rendre compte quand même des risques, parce que tu avortes 8 fois, après tu vas vouloir un enfant, ça peut être compliqué. Et des fois, elles avortent dans des conditions, vu que par exemple au Côte d'Ivoire, l'avortement n'est pas légal. Donc vu que c'est pas légal, elles avortent pas forcément des fois dans des meilleures conditions, et ça peut créer des problèmes irréversibles, des fois la mort. Ça peut entraîner la mort, donc c'est vrai que pour moi, pénaliser l'avortement... Est-ce que c'est des avortements clandestins? Oui, d'accord, on n'a pas ça. le droit d'avorter. Ouais. Il y a des, tu peux aller dans des cliniques pour avorter, mais c'est pas censé être légal. Et ça, je trouve pas ça normal, parce que de toute façon, ça se fait déjà. Qu'on le rende légal ou pas, les femmes, elles avortent. C'est pas aujourd'hui qu'elles avortent. Ouais. Et donc, dire que c'est pas légal, ça expose plus de femmes justement à des complications et tout, donc vaut mieux le rendre légal pour que ça se fasse dans les meilleures conditions justement et qu'elles puissent avorter en toute sécurité. Mais en même temps, je pense faire de la prévention justement, éduquer ces femmes à comment se protéger et quels sont les moyens de contraception, trouver le moyen qui va le convient le mieux. Moi par exemple j'ai pas trouvé, j'ai mis l'implant, ça ne me correspondait pas. Je devais mettre le stérilet. Honnêtement, je n'étais pas convaincue aussi par rapport au stérilet. Je me suis dit, je préfère... après, je suis mariée. Je me suis dit, si j'ai un enfant, je vais le garder, au pire des cas. Voilà. Mais je me suis dit, je préfère le préservatif que tous les moyens de contraception, parce que tout ce qui est hormonal, déjà, ça ne me convient pas. Après, il y a d'autres qui ne sont pas hormonaux, mais c'est vrai que des fois, la contraception, il y a certaines femmes à qui ça ne convient pas. Il y a d'autres aussi qui ont peur de la contraception parce qu'il peut avoir des impacts sur la santé plus tard. Et morphologiquement aussi. Voilà, donc tu prends le risque. Parce qu'il y a des femmes, l'implant, il y en a, ça leur fait grossir. Ah oui, t'en as d'autres, ça leur maigrisse et tout, etc. T'en as d'autres, ils ont tout le temps leurs règles, alors que c'est censé être arrêté et tout. Du coup, il y a d'autres, ça coupe clairement. Donc, ils ne savent pas si c'est normal ou c'est pas normal. Donc, t'en as d'autres, ils ne sont pas trop pourquoi. Du coup, pour moi, une personne qui avorte, c'est qu'elle a ses raisons. Parce qu'on ne peut pas d'un coup, vas-y, certes, il y a le moyen de se protéger, etc. et tout, mais à tout moment, tu peux tomber enceinte, à tout moment, tu peux capter une grossesse, etc. et tout. Ça fait que tu n'as pas envie de garder, sûrement par certaines raisons, soit côté familial, soit côté travail, soit côté aussi situation. Tu ne peux pas ne pas peut-être subvenir aux besoins de cet enfant, ou tu ne sauras pas comment prendre soin de ce bout de bébé qui vient. Est-ce que tu seras capable aussi de supporter une grossesse pendant 9 mois? Dans ce cas, la question se pose, quoi. Après, tu te dis, je vais avorter. Donc pour moi, l'avortement, il y a toujours des raisons. Mais oui, en plus en France, il y a plusieurs façons d'avorter. Si on s'en rend compte assez tôt, en tout cas avant cette semaine, on peut du coup le faire par la prise d'un médicament, 2 médicaments, 2 cachets. Donc ça, c'est pareil. Et du coup, il me semble en France, il y a une télé qui est autorisée de le faire et de ne pas le faire, si je me rappelle. Ouais, et en fait, il y a 2 façons d'avorter en France. Donc par voie médicamenteuse, donc tu prends un médicament, tu vas chez le médecin et puis tu prends 2 cachets. Donc ça te permet d'arrêter, en fait, de tuer ce qu'on appelle l'œuf fécondé et de pouvoir l'évacuer. Jusqu'à 7 semaines, du coup, ça. Voilà, ça c'est 7 semaines. Et puis, sinon, par ce qu'on appelle voie chirurgicale, c'est par aspiration, où là, en fait, on va aspirer finalement justement l'œuf fécondé. Et ça, c'est jusqu'à 14 semaines de grossesse. D'accord. Et voilà, donc des fois, si on s'en rend compte tard et qu'on a dépassé le premier délai, on peut faire par cette voie-là. Si la première n'a pas marché, on peut aussi faire cette voie-là. Donc, et ça, c'est 100% gratuit et 100% pris en charge.
Moi, perso, je suis chrétienne. Et déjà, la parole de Dieu nous défend de prendre des contraceptions, d'avorter aussi. Vraiment, c'est interdit. Mais c'est vrai que en fait, c'est à chacun de faire son choix. C'est ça, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, l'avortement... Oui, on a aussi nos convictions religieuses ici pour nous. C'est pas c'est personnel. Voilà, c'est incompatible. Et c'est pas parce que je pense qu'il y a un droit qui est mis en place que les gens vont forcément plus le faire en fait. Enfin, dans tous les cas, comme tu disais, des personnes, si elles veulent avorter, elles le feront sans doute et elles sont mettront en danger. Et c'est là où c'est compliqué. Et je pense aussi qu'il faudrait mieux sensibiliser aussi les femmes qui souhaitent avorter sur aussi je dirais peut-être les risques aussi de l'avortement. Parce qu'on avorte, on se dit oui, ok, j'avorte, mais c'est vrai que peut-être elles ne se disent pas par derrière, est-ce que j'aurais peut-être du mal à faire un autre enfant quand je serai prête à l'âge aussi, si tu avortes à 38 ans ou tu avortes à 16 ans, peut-être qu'il y a une différence. Donc, je pense qu'on doit être mieux éduqué en fait, sur ce sujet-là et d'avoir toutes les informations en fait, avant de prendre cette décision-là. Parce que des fois, on peut se dire, ok, j'avorte, mais si on avait conscience de certains aspects, on aurait dit, ah, peut-être que... Et comme je l'ai dit, c'est vrai que voilà, c'est un droit légal qui doit être légal justement partout. Et en même temps, il faudrait qu'on conserve aussi la beauté de la vie et aussi le côté important en fait, de donner la vie. Au moins de se dire que c'est pas un acte anodin, que voilà, si tu veux vraiment avorter, tu as le droit, mais en même temps, il y a les moyens pour éviter qu'on en arrive là, à l'avortement. Mais il y a plein de choses à mettre en place en tout cas, voilà, mais c'est pas toujours... toutes les informations, toutes les informations aux femmes, au fait, pour qu'elles puissent justement faire les meilleurs choix pour elles. Parce que c'est vrai que le moyen de contraception, quand tu es jeune, tu n'as pas toutes les informations, tu n'oses même pas te mettre sous pilule ou quoi que ce soit, parce qu'on te dit que déjà tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels jusqu'à quel âge, et pourtant tu le fais, donc du coup c'est compliqué, tu es enceinte, tu as 16 ans, tu as 17 ans, des fois tu as 15 ans, et tu vas avorter en cachette avec ta copine qui t'a montré une dame. C'est compliqué. Parce que c'est, du coup, comme tu dis, tabou, mal vu en tant que femme d'avoir une sexualité. Et du coup, exactement. Et du coup, au niveau de l'anonymat, avant du coup un avortement, il y a toujours une consultation psychosociale avec une infirmière, un médecin, une sage-femme. Et du coup, on a la possibilité de le faire sous anonymat. Quand on est mineur, on est obligé de passer cet entretien. Il y a un suivi une semaine après. Quand on est majeur, il n'y a pas l'obligation d'avoir un suivi après, mais du coup, on nous demande systématiquement si on veut le faire de manière anonyme ou non. D'accord. Voilà. IST. IST a tellement à dire, c'est vrai. Pour moi, on n'en parle pas assez. Les IST, moi j'ai entendu parler du VIH par exemple, mais tout ce qui est syphilis, chlamydia, etc. Honnêtement, je ne sais même pas ce que c'est. On n'entend pas parler, et pourtant il y a d'autres IST à part le VIH qui ne se guérissent pas et qu'on garde à vie et qui c'est pas évident quand même de vivre avec. Et pour moi, il doit y avoir vraiment une éducation sexuelle. Comme il y en a d'autres en fait. En prise d'un médicament, oui, voilà, il y a en fait tout va bien et c'est réglé. Et il y a d'autres, ça te suit à vie. Et je pense qu'on n'en parle pas parce que moi j'ai fait tous les tests de tous les IST quand j'ai fait pour le VIH. Mais c'est vrai que si j'ai pas fait pour le VIH, j'aurais jamais pensé à faire un test de IST pour savoir s'il y a hépatite ou s'il y a quoi que ce soit. Non, j'aurais pas pensé. Et pourtant, c'est important parce que ce sont quand même des infections sexuellement transmissibles. Et donc, il faut avoir conscience au fait que ça existe. Et surtout, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est en fait toutes ces infections-là? Le VIH, c'est vrai que c'est lui qui est vraiment mis en avant, mais il y a d'autres IST aussi, également, qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce que ça fait et forcément comment l'éviter, à part de se protéger. Donc, pour moi, c'est important. L'herpès, ça touche plein de personnes, c'est tabou aussi. On ne peut pas dire, ah, j'ai l'herpès, c'est bizarre. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas vraiment conscients de ce que c'est le VIH et ce que c'est le sida. Parce que le VIH, c'est quelque chose, le sida en est une autre.
Sauf qu'en Afrique, où les personnes qui sont vraiment pas appelées à être, à faire comprendre exactement c'est quoi la maladie, et directement ils te disent, bah ouais, t'as le sida, tu vois. Sauf que non, en fait, t'as d'abord le VIH, et le sida, c'en est une autre, parce que, comment je l'ai compris quand j'étais à l'ALS, etc. et tout, c'est une phase. C'est une phase que si, toutefois, si t'es pas traité et quand c'est trop tard, tu dépasses VIH, tu rentres dans sida. En fait, le VIH, c'est le virus. Le sida, c'est la maladie. En fait, en absence de traitement, à un moment donné, ton corps n'aura plus assez de défense immunitaire. En fait. Donc, ton corps ne peut plus se défendre et finalement, tu développes des maladies opportunistes et tu rentres en phase sida. Exactement, c'est ça. Et ça, justement, c'est intéressant parce que savoir qu'on a le virus le VIH, c'est pas écrit sur notre front, j'ai le VIH, voilà. Pas du tout, ouais. Et il y a plein d'IST, c'est pareil, en fait, il n'y a pas de symptômes. Et si on ne fait pas les tests, on peut pas savoir. C'est ça. Et ça aussi, ça peut être tabou de dire, ou de demander même à sa partenaire, est-ce que tu as fait des tests Oui, c'est tabou. C'est tabou, on n'a pas le droit. Tu as l'impression que tu n'as pas le droit de demander ou même d'exiger de voir par exemple le test VIH de ton partenaire. Normalement, tu peux exiger de voir son test. Tu ne prends pas de risque. Tu me demandes quand on enlève le préservatif, je te demande ton test VIH. Montre-le-moi, je ne veux pas l'entendre de ta bouche. Vas-y, ah non, mais t'inquiète, j'ai pas ça moi. Alors qu'il n'a jamais fait son test. Non, mais c'est n'importe quoi. Il n'a jamais fait son test, il dit qu'il n'a pas. Donc tu te bases sur quoi? C'est vraiment important. Dans toute relation, en fait, de demander tiens, je veux voir ton test VIH, est-ce que tu l'as fait? Allons ensemble, on va le faire, les deux, pour être sûr. Et surtout que logistiquement, en France, parce que ça peut être difficile de dire j'y vais et tout ça, je peux comprendre, mais en tout cas, d'y aller dans ces lieux, c'est facile. En fait, on prend un rendez-vous au Cégide, c'est gratuit, on peut le faire de manière anonyme, on est pris en charge rapidement, on a les résultats rapidement. Donc ça c'est chouette que ça soit aussi en tout cas aussi facilité ici. Il y a même les autotests. Ouais, en pharmacie. En plus, ouais. Mais je pense qu'il y a une grosse stigmatisation sur les IST parce qu'il y a encore cette perception que c'est sale, que c'est pas normal. Du coup, il y a de la peur, il y a de la honte. Enfin, moi, je me demande vraiment pourquoi les gens n'ont pas ce réflexe ou d'intégrer, d'aller se faire dépister comme faisant partie prenante de ta vie sexuelle, en fait. Et puis on dit ça aussi, souvent on va dire un tel m'a refilé ça. Oui. Et on désigne la personne qui avait l'IST, mais en fait cette personne-là, quelqu'un lui a refilé, ça l'est arrivé aussi, le virus est là. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on va agir, c'est un traitement, on prend un traitement. S'il y a besoin de prévenir d'autres personnes qui auraient pu être aussi contaminées, eh ben, pouvoir le faire. Et puis de mettre en place, peut-être se dire... Et si par malheur ça arrive, tu as une suivi quoi. Si tu acceptes d'aller faire le dépistage et qu'on te détecte qu'il est dans ton sang, tu as un bon suivi avec un médecin qui te fait comprendre. Oui, un bon suivi. Puis là, j'ai plus les chiffres en tête, mais la majorité des personnes vont avoir une IST au cours de leur vie en fait. Mais moi je me disais aussi, on parle beaucoup on pense beaucoup IST avec pénétration. Mais en fait, les IST, elles peuvent s'attraper aussi juste avec des caresses, alors bisous, c'est comme faut y aller, mais en tout cas, c'est toute la sexualité qui l'herpès, non? Parce qu'on demande à ne pas alors l'herpès, oui, sur les nouveau-nés, par exemple. L'herpès labial, oui, oui, tu peux le transmettre. Mais en fait, en effet, on évite de faire des bisous en général quand on a de l'herpès ou d'avoir des pratiques sexuelles si l'herpès est sur les parties génitales. Il y a des personnes qui ne savent pas. Parce qu'on demande à ce que les gens ne fassent pas de bisous quand ils vont visiter des nouveau-nés. Parce qu'ils ne savent peut-être pas qu'ils ont de l'herpès. Et l'herpès peut être très dangereux pour les nouveau-nés. Et du coup, je pense qu'il y a des personnes qui ne savent peut-être pas encore, c'est pas encore peut-être visible. Et qui peuvent transmettre. Ouais. Parce que c'est vrai que l'herpès, en plus, il faut la transmettre sans qu'il y ait déjà les boutons qui soient apparus. Parce que c'est déjà contagieux avant. Donc c'est... Ok, du coup l'autotest ça c'est vraiment spécifique VIH et donc ça tu le fais chez toi et en fait en gros c'est à partir du moment où tu fais ton test, il pourra déceler le VIH que dans les 3 mois avant en fait. Si tu as eu une prise de risque dans les 3 derniers mois, le test pourra pas te dire s'il y a le VIH ou pas. En fait c'est un test un peu à retardement si on veut. En tout cas il te donne une info sur ta sérologie mais dans ta vie d'avant un peu en tout cas. Et
Et si tu as envie de le faire en fait en étant accompagné, c'est possible d'aller en Cégide ou avec une ordonnance en laboratoire, ou même aujourd'hui sans ordonnance pour le VIH. Et donc là, ça va être une prise de sang ici, alors que l'autotest, ça se fait en fait, et le TROD, c'est au bout du doigt. Et alors, on dit en général que c'est conseillé, si on n'a pas de symptômes, d'aller faire un test au bout de 6 semaines de la prise de risque, pour que ça prenne en compte toutes les IST. Parce qu'en fait, elles ne vont pas toutes se déclarer en même temps, dans le sang enfin dans le corps en tout cas. Donc c'est bien d'attendre 6 semaines. Sauf si en fait, on a un symptôme, sauf si on sait que la personne avec qui on a eu un moment d'intimité nous dit là moi j'ai sans doute ça ou ça. Là on peut se rapprocher plus vite de ces centres-là. Mais sinon c'est bien d'attendre pour être sûr que ça soit global. Et c'est conseillé d'y aller si on n'a qu'un seul partenaire ou qu'une seule partenaire tous les ans. Comme ça on fait un petit contrôle technique un peu pour voir que tout va bien. Et si on a plusieurs partenaires, le faire tous les 3 mois. Comme ça, on sait qu'en fait, c'est vraiment le but, c'est d'endiguer les épidémies, les IST. Donc, les IST, c'est infections sexuellement transmissibles, et de faire en sorte que ça se transmette plus, quoi. Et puis, je voulais rajouter aussi que, par exemple, au cas du VIH, quand tu es juste séropositif et par exemple tu es indétectable, on ne peut pas dire que tu es malade. Tu as juste une infection, en fait, chronique. Donc, on ne peut pas dire que tu es une MST. Tu es une IST. Négocier, je comprends bien, quand tu es plus détectable, c'est-à-dire même tu peux avoir des rapports non protégés, tu le refiles pas à ton partenaire. Okay, ni pendant la grossesse également. D'accord, et pendant la grossesse aussi. Mais par contre, quand tu es détectable, il me semble que si tu es enceinte, il y a un traitement à prendre pour protéger l'enfant qu'il naît sans... ça dépend, tout dépend en fait du traitement que tu avais de base. Et si tu le sais Pour moi, par exemple, j'ai pas changé de traitement depuis que je suis séropositive et pendant mes grossesses. Donc on peut garder les mêmes antirétroviraux pendant la grossesse que tous les jours, ou soit on peut changer, tout dépend du traitement qu'on a. Maintenant, à la naissance, l'enfant, lui, a un traitement, un sirop qu'il prend pendant quelques semaines. Mes enfants, c'était 2 semaines parce que j'étais indétectable, donc ils couraient vraiment pas de risque. Mais pour les mamans qui sont pas indétectables pendant la grossesse et à l'accouchement, l'enfant est mis sous traitement durant plusieurs semaines. C'est-à-dire ça peut être 4-5 semaines ou des fois 3 mois, ça dépend en fait de la charge virale de la maman au moment de l'accouchement. D'accord. Et souvent j'ai l'impression qu'on dit MST à tort pour en fait, MST, maladie sexuellement transmissible, pour parler d'infection sexuellement transmissible. Alors pourquoi on dit infection et pas maladie ? Déjà parce que la majorité des IST, il n'y a pas de symptômes, c'est asymptomatique. Et surtout, maladie a le côté un peu stigmatisant en fait. Donc voilà, on préfère utiliser le mot infection. Puis quand tu as dit par exemple, quand tu es sous traitement et que tu es indétectable, du coup, indétectable égale intransmissible. Oui, du coup, tu as une infection qui n'est même pas transmissible. C'est une infection chronique, mais elle n'est pas transmissible. Juste le I, c'est ça. T'es pas malade. Bon, c'était le dernier papier. On a abordé plein de thématiques assez larges. J'ai l'impression qu'on a partagé un peu des points de vue et des expériences assez diverses. Ouais, on a pu parler de plein de choses, de consentement, de plaisir, d'IST, de contraception, du rapport au milieu médical. Merci du coup à toutes pour ce moment. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez trouvé ces échanges intéressants et enrichissants. Merci. Merci à vous.